je la compte. Salut à tous, samedi 12h45, plus clair, bienvenue pour toute l'actu média, les images, nos enquêtes, les coulisses et nos invités. Au sommaire aujourd'hui, évidemment, nous allons revenir sur la disparition du journaliste Thierry Gilardi, mardi, où on apprenait sa mort à l'âge de 49 ans. Cette semaine, vous retrouverez aussi notre Média Mix, c'est l'essentiel de l'infomédia, en images et en 5 minutes, avec dans l'actu, d'abord l'arrêt du nouveau jeu de Jean-Pierre Foucault, le mercato des animateurs qui a commencé, qui part et qui arrive, les JO en Chine, après l'action coup de poing de Reporters sans frontières, le combat médiatique se poursuit. Cette semaine, visite d'État de Nicolas Sarkozy outre-Manche, Buckingham, 10 Downing Street, comment la presse anglaise a commenté la venue du chef d'État et de son épouse. Nous avons suivi les journalistes de la BBC et de CNN. Le Silection, c'est ce week-end, les chaînes se mobilisent. Nous recevrons sur ce plateau Audrey Pulvar, une des marraines de l'événement, et nous vous montrerons les coulisses du tournage du Spot 2008. Invité de Plus Clair également, il va fêter ses 20 ans d'antenne. Créatif, provoque, l'animateur de Salut les Terriens nous racontera la télé selon Ardisson. Et bien sûr, vos autres rendez-vous, le zapping, l'ITV Télé, cette semaine Nelson Montfort et Elsa Fayer, l'Observatoire des séries, la Webzone et la télé des voisins avec The Hills, les filles de Beverly Hills, débarquent à Paris. Voilà, on commence par la disparition brutale cette semaine de Thierry Gilardi. Après avoir fait les grandes heures du sport sur Canal+, il était devenu le monsieur football et rugby de TF1. Son enthousiasme et son style ont renouvelé le genre du commentaire sportif à la télé. Cette semaine, de nombreux médias lui ont rendu hommage. Un sujet de Christelle Rebière. Brassard noir, minute de silence au Stade de France. Mercredi, les Bleus ont rendu hommage à Thierry Gilardi, décédé la veille d'une crise cardiaque. Thierry Gilardi, le commentateur de TF1, se définissait d'abord comme un journaliste. Il était d'abord journaliste. Il mettait des points de suspension de sport. Hommage unanime des médias. Le monde du football est endeuillé aujourd'hui. On a appris ce soir la mort de notre confrère Thierry Gilardi. Et particulièrement de TF1. Moi, je voudrais dire à la fois l'émotion et la profonde tristesse de tous les collaborateurs du groupe TF1. Et de Canal+, où il avait travaillé durant 18 ans. Et ce soir, nous voulons, tous ensemble... Thierry Gilardi, c'était d'abord un style bouillonnant. C'était quelqu'un de passionné, qui avait du caractère, souvent un caractère. Alors. Nous, on l'appelait l'agité. On disait qu'il partait souvent en vrille. Il montait vite en température. À Plus Clair, nous l'avions suivi sur un multiplex en 2003. Monsieur Paga bu à Deschazos, Le Havre-Lens. Ah, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Il faut rester dans l'ambiance. C'est pour ça pourquoi il m'a fait des chants. Vous êtes un peu acteur tout de même, non ? Oh, un petit peu, mais c'est l'émotion qui veut ça. Ouais. Parce qu'on est, moi quand j'arrive dans un stade, je ressens des choses particulières. Quand il y a un but qui est marqué, je ressens des choses particulières. Alors si c'est ça être acteur, je participe à l'émotion. Acteur peut-être, mais surtout gros bosseur. Cette méthodologie extrêmement précise, c'est-à-dire qu'à la fois combiner le travail de terrain, c'est-à-dire qu'à toujours aller voir les joueurs, aller voir les acteurs, être à l'entraînement et puis à faire des fiches très précises. Il fallait de l'information. Il fallait de la sincérité pour que les gens qui sont de l'autre côté du téléviseur croient à ce qu'on leur dit. Et pour ça, donc, il fallait énormément travailler. Je propose un truc, Charles, c'est plus simple. Image. Et son style a modifié en profondeur le commentaire télé. On est dans un regard qui prend du recul, qui se veut décortiquant le geste du footballeur. On est dans une intellectualisation, quelque part, du geste sportif. Les obsèques de Thierry Gilardi auront lieu lundi à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. Voilà, et demain, TF1 le rendra hommage dans l'émission Téléfoot, c'est à 10h55. Tout de suite, on va retrouver le reste de l'actualité média, résumé et mixé par Plus Clair. C'est le Média Mix, préparé par Laetitia Krupa et Théodore Bourdeau. Du côté des audiences, le gros gadin de la semaine, c'est... Joué pour 5 fois plus. Dimanche, le jeu de TF1 n'a réuni que 1,8 million de téléspectateurs, soit 1 million de moins que pour son lancement le 17 février dernier. Aïe aïe aïe.
Le jeu a subi le même sort que son modèle américain Power of 10, une chute d'audience régulière et seulement quelques semaines d'existence. TF1 a décidé de le retirer de sa grille dès le 13 avril prochain. À la place, il y aura un deuxième épisode de Vidéogag. Mais vous êtes dingue! Au final, sur 40 émissions achetées et 12 mises en boîte, la chaîne n'en aura diffusé que 8. Moi, je trouve que c'est super grave. Mais Jean-Pierre Foucault n'a toujours pas dit son dernier mot puisque Qui veut gagner des millions revient en quotidienne à 18h55 dès le 14 avril. Mardi à Roissy, de retour d'Athènes, Reporters sans frontières avait donné rendez-vous à la presse. C'est l'actualité aujourd'hui, le débat mérite d'être posé, donc on est là avec tout le monde, quoi. La veille, les JT ont diffusé ces images. Alors que le représentant chinois commence son discours, des militants de Reporters sans frontières s'invitent derrière lui, une banderole à la main. RSF a perturbé la cérémonie de la flamme olympique pour protester contre la violation des droits de l'homme en Chine, une action condamnée par la justice grecque pour laquelle les membres de l'association risquent 1 an de prison. Alors, comme toujours, Reporters sans frontières s'appuie sur la communication tous azimuts. Si on ne mobilise pas l'opinion, si on ne mobilise pas les médias, les hommes politiques, les femmes politiques ne bougeront pas. Rodé à l'exercice médiatique, Robert Ménard a répondu à toutes les demandes. Un plan de quoi? Vous voulez qu'on mette le t-shirt? Si vous mettez son c'est pas de la mise en scène, c'est faciliter le travail de nos confrères parce que c'est ça qui fait le rapport de force. D'après vous, s'ils sont en train de changer les politiques, c'est pourquoi? C'est parce qu'on parle de ce qui s'est passé hier. Et pour que les politiques français clarifient leur position face à la Chine, RSF a bouclé un plan média très solide. On a Monsieur Ruquier qui a invité Robert Ménard, Monsieur Field sur LCI et enfin le journal de France 2. Aujourd'hui, c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités. D'ici l'ouverture des JO de Pékin en août, Reporters sans frontières promet d'autres actions et d'autres apparitions médiatiques. C'est la presse qui permettra qu'on impose un rapport de force aux politiques. C'est que ça. Mardi, le Parisien a donné le coup d'envoi du Mercato 2008. Le Mercato, c'est le transfert des animateurs d'une chaîne à l'autre sur le modèle des joueurs de football. Les vedettes de la télévision ont intérêt à faire monter un peu la sauce, comme on dit, à être positionnées sur un marché quand même qui va finir par bouger, c'est sûr. Pour le moment, la case la plus convoitée, c'est celle de Laurent Ruquier à 18h50 sur France 2. Dès l'été, On n'a pas tout dit va s'arrêter et déjà plusieurs noms circulent. Stéphane Bern, Jean-Marc Morandini avec Catherine Barma, la productrice de Ruquier, Christophe Ondelat ou encore Marc-Olivier Fogiel. Des pilotes d'émissions seraient en cours de fabrication. Pour TF1, on a évoqué l'arrivée de Jean-Luc Delarue, mais France 2 a démenti jeudi par un communiqué envoyé à toutes les rédactions. Les vrais changements, on pourrait les voir ailleurs, à l'information par exemple. Il y a une très vive concurrence entre les chaînes d'information elles-mêmes, ITélé, LCI, BFM TV, et on sent bien qu'à TF1 notamment, il y a une génération qui va passer la main. Ce serait pas surprenant de voir un PPDA, voir un Pernod, peut-être bouger ou s'en aller. La réponse, on l'aura d'ici la fin de l'été, mais en tout cas, c'est des choses que regardent les chaînes avec beaucoup d'équité. Ainsi, BFM aurait approché Carl Zero pour animer une tranche du soir à la façon d'un Larry King. Et M6 n'aurait pas renoncé à son projet de JT à 19h50. Et là, les rumeurs font le grand écart entre un présentateur vedette comme Mélissa Torio et un journal tout en images sur le modèle du 6 minutes. Mais aujourd'hui, le PAF n'est agité que de rumeurs. Pour en savoir plus, il faudra sans doute attendre, comme chaque année, le mois de juin. La commission Copé continue les auditions avant de rédiger son rapport sur la télé publique sans pub. Mercredi, les syndicats de France Télévisions étaient reçus au Sénat pour parler de la future organisation du groupe audiovisuel. C'est une invitation qu'on nous a faite, c'est la première qui s'est manifestée. Et à la sortie, on peut dire que les avis étaient partagés. Très bien. Même chose pour Jacques Chancel. Très très bien. Et pour les syndicats, ça s'est bien passé ? Absolument pas. Je crois que d'abord c'était une réunion marathon, pour moi une réunion alibi. On a l'impression que tout est déjà bouclé. La commission a en effet avancé plusieurs pistes de travail, comme la fusion des rédactions de France Télé. En attendant, les annonces se multiplient. Le directeur général de France Télévisions, Patrice Duhamel, vient d'affirmer qu'en 2009, sur France 2, les prime time commenceraient à 20h35. On l'apprenait hier, Patrick Sabatier fait son retour à la télévision. C'est sur Cap 24, une des nouvelles chaînes franciliennes de la TNT. Et voici en exclusivité les images de ce programme, à chacun sa vérité.
François-Xavier de Maison, bonjour, bonsoir, ça va bien? Très bien. Cet entretien en tête-à-tête est censé dévoiler la vraie personnalité de l'invité à partir de déclarations empruntées à des célébrités. Qu'est-ce qu'il a dit, le très bon comédien Daroussin? Si j'étais riche, je m'ennuierais. Ah, on va parler un petit peu de fric. Et on retrouve la touch Sabatier, des questions psy et un sourire inoxydable. Qu'est-ce qui vous plaît en vous? Vous vous aimez pas? Elle vous aime? Oui. Votre femme? Oui. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne faites rien? Avis aux fans, à chacun sa vérité, c'est ce soir et tous les samedis à 17h30. Mercredi, il arrivait à Londres, visite d'État du président Sarkozy au Royaume-Uni avec son épouse Carla. Voyage attendu et observé de près par une presse britannique pas toujours très tendre envers le chef de l'État français. Alors comment a-t-elle accueilli le tout nouveau couple présidentiel? Nous étions avec les reporters de CNN et de la BBC. Reportage de Karima Hamzaoui. 11h30 mercredi matin, l'avion de Nicolas Sarkozy vient d'atterrir à l'aéroport d'Heathrow à Londres, mais c'est au château de Windsor, une des résidences de la reine, que toutes les caméras sont braquées. Ici, pour les médias britanniques, ce sera sans doute la rencontre de deux mondes, car le matin même, la presse a publié ces clichés très dénudés de Carla Bruni-Sarkozy. L'arrivée du couple présidentiel est donc très attendue et imminente. Nous avons suivi Alan Little, il est journaliste pour BBC News, la chaîne d'info anglaise la plus regardée. Little is there for us. Alan. Today is all about ceremony. Today, Mr. Sarkozy and his wife will meet the Queen here at Windsor. They'll have lunch with the Queen and the Duke of Edinburgh. Parfait, très bien. Dans sa main, un petit carnet bleu, sa Bible, nous dit-il, fournie par Buckingham Palace itself. C'est le livre de la visite d'État. On peut y lire le président de la République française et Madame Nicolas Sarkozy. Il y a pratiquement tout ce qui se passe à la minute durant cette visite de 2 jours. La régie de BBC News est installée à quelques mètres de là. À Windsor, les télés anglaises se sont associées comme souvent pour couvrir ce genre d'événement. Ce que nous faisons ici, eh bien, il y a plusieurs équipes autour de Windsor, gérées par les chaînes anglaises, Sky News, BBC et ITN. Nos caméras sont à plusieurs endroits et elles couvrent l'ensemble de la procession. Une procession digne du Royaume-Uni, chevaux, carrosses, drapeaux et hymne national. Après cette arrivée protocolaire, analyse à chaud d'Alan Little. Carla Bruni-Sarkozy doit penser qu'elle est en train de vivre un conte de fées. Parce qu'il y a 6 mois, ce genre d'événement devait lui sembler inimaginable. Elle était une chanteuse de pop et cette simple histoire d'amour est d'autant plus passionnante et intrigante. Un conte de fées qui se poursuit d'abord devant l'abbaye de Westminster, puis devant le Parlement. Dans quelques minutes, Nicolas Sarkozy doit prendre la parole. The President of the French Republic and Madame Nicolas Sarkozy. Devant le Parlement, justement, David Eads, il est journaliste pour BBC World et pour lui, cette visite est sous haute surveillance anglaise. S'il y a un faux pas, surtout avec un state visit, c'est quelque chose qu'on va suivre, c'est sûr. Pas de faux pas pour Nicolas Sarkozy au Parlement, mais une standing ovation après son discours. Un discours durant lequel il donnera aussi cette information qu'Anne Macmillan, journaliste canadienne, donne en direct à la télé quelques minutes après. Le président Sarkozy a promis d'envoyer plus de troupes en Afghanistan et au sommet de l'OTAN la semaine prochaine, il devrait annoncer l'envoi de 1000 soldats français sur place. Jeudi, 2e jour de visite, nous sommes en voiture avec Robin Oakley, journaliste chez CNN, direction 10 Downing Street, le Matignon anglais, et retour sur ce qui s'est passé la veille. Ce qui s'est passé hier m'a rappelé l'époque où le président Kennedy était venu en Europe lors d'un voyage officiel. Il avait dit dans son discours « Merci de m'avoir autorisé à venir avec ma femme dans votre ville ». Hier, c'est un peu ce qui s'est passé. Même sentiment dans la presse anglaise, conquise par Carla Bruni-Sarkozy, naissance aussi d'une expression qui sera reprise par les médias français. Tradition et entente cordiale que Nicolas Sarkozy voudrait remplacer au cours de ce déplacement par l'entente amicale. Comme les médias britanniques. Not just entente cordiale, but entente amicale. À Londres, c'est l'heure des embouteillages. Nous finissons donc le trajet à pied vers la résidence du Premier ministre. Vous voyez, ce serait beaucoup plus simple de travailler pour la presse écrite. La seule chose dont on a besoin, c'est d'un stylo à billes. Au 10 Downing Street, les journalistes sont déjà installés et les photographes sont sur le qui-vive.
Ça dépend pour quelle page. Pour la une, je dirais 500 livres. C'est maintenant l'heure du direct de Robin Oakley, journaliste à CNN. Live from Downing Street, we're joined by CNN's European political editor, Robin Oakley. Robin. Hello, Adrian. Well, any moment now, President Nicolas Sarkozy is expected to arrive. Ici, on espère un mot du président français, surtout les médias britanniques, mais Robin Oakley a son explication sur le silence de Nicolas Sarkozy. Eh bien, en partie parce qu'il ne parle pas très bien l'anglais. Et je pense qu'il ne fait pas assez confiance à son anglais pour pouvoir répondre à nos questions. En fait, c'est à l'Emirates Stadium, au nord de Londres, que Nicolas Sarkozy a décidé de s'entretenir avec la presse. Quelques questions de journalistes triées sur le volet. Qui d'entre vous a pu poser une question à M. Sarkozy ? Moi. Ce matin, on lit des commentaires très élogieux sur la prestation de votre épouse. Je voudrais savoir si vous n'avez pas le sentiment de vous faire un peu voler la vedette. Je vais vous dire une chose, j'étais très ému de l'accueil qu'a reçu Carla. Pourquoi j'ai posé cette question ? C'est vrai que la visite chez la reine hier soir était très importante et toutes les caméras et les photographes étaient braqués sur l'épouse et pas sur le président. Pourtant, ici aussi, Nicolas Sarkozy semble avoir convaincu la presse anglaise. D'habitude, pour ce genre de visite d'État, il y a 0 média. Celle-ci a eu une couverture médiatique énorme. En partie grâce à Carla, mais aussi parce que Nicolas Sarkozy est perçu comme un homme politique très dynamique, énergique et très intéressant. Finalement, durant ces 2 jours en Angleterre, Nicolas Sarkozy et la nouvelle première dame de France auront montré une nouvelle image d'eux. Fini le bling-bling. Et si le flegme britannique s'était emparé de notre couple présidentiel ? Ce week-end, un seul réflexe, faites le 110. C'est le numéro à composer pour envoyer des dons au SIDAction. 3 jours d'infos, d'émissions, de mobilisation. Toutes les radios et les télés se réunissent pour se battre contre le sida. Audrey Pulvar fait partie des journalistes qui s'engagent. Celle que l'on retrouve tous les soirs à 19h sur France 3 est venue justement sur le plateau de Plus Clair nous en parler. Et on est ravis de vous accueillir. Mais moi d'être là. Plus Clair, bonjour Audrey. Bonjour. Le SIDAction, c'est donc ce week-end, un seul numéro à retenir, le 110. Vous faites partie des personnalités qui s'engagent donc pour cette cause. Quel est le message cette année que vous, Audrey Pulvar, journaliste, vous avez envie de faire passer ? Moi, le message, c'est que vraiment, il est illusoire de penser qu'aujourd'hui, on peut avoir des relations sexuelles non protégées. Préservatif. Voilà, le meilleur moyen de se préserver du sida, c'est encore le préservatif. Le préservatif n'a jamais empêché d'être heureux, d'être amoureux, d'être bien et de ressentir du plaisir. Donc, allons-y. Et surtout quand il s'agit de premiers contacts ou de premières rencontres. Moi, je trouve que les jeunes sont un peu... il y a eu un sondage, il y a eu plusieurs sondages qui ont été faits. Il y a quand même 8 jeunes sur 10 qui ont peur de la maladie. Ils savent que c'est une maladie qui existe, ils savent qu'elle est dangereuse. Et mais pour autant, ils font pas le lien entre le fait qu'elle est dangereuse et qu'elle est dangereuse aussi pour eux. Cette année, un nouveau clip a été tourné pour ce SIDAction 2008. C'est celui que vous voyez en ce moment sur toutes les chaînes. 14 animateurs journalistes ont prêté leur visage à ce spot et nous avons assisté à une partie de ce tournage. On regarde. Allez, c'est parti. Mais que fait Michel Field dans le vide ? Eh bien, il dessine à l'envers les chiffres du décompte du lancement du SIDAction. Comme lui, 14 présentateurs, journalistes, animateurs représentant les grandes chaînes ont accepté l'exercice, non sans difficulté. La même chose avec un bras un tout petit peu plus souple, comme quand on conduit. Trop d'amplitude. Vous êtes Ah, mais votre 6 là, il sort, il monte, il descend. D'accord, ok. Incroyable. La même chose avec moins d'amplitude. On sent que vous en avez déjà marre. Ouais. C'est la même chose sans montrer que vous en avez marre, même si vous en avez marre. C'est votre 8, vous le tenez quoi. C'est mon 8, oui. Voilà. Ok, super. On va faire les deux. Je suis à fond, moi. Vous avez les deux. Les 2 mains maintenant, non, je déconne.
Et tous sont d'accord, cette mobilisation annuelle est indispensable. C'est un truc qu'il faut faire, je veux dire, ensemble. Ça ne concerne pas que les jeunes, mais c'est bien si le message il est généralisé. Il y a deux dangers de la maladie. Il y a la maladie elle-même et la banalisation de la maladie, qui est un danger plus récent. Voilà, donc c'est de soutenir le SIDAction me paraît une évidence. Au moins ces entreprises collectives-là, même si elles sont minimales, j'allais dire c'est mieux que rien, quoi, voilà. Le sida, c'est l'affaire de tous. Alors ce week-end, donnons. 25 ans après, 40 000 personnes seraient porteuses du VIH en France sans le savoir. Alors là, ça paraît extrêmement étonnant. Parce que les gens ne se dépistent pas. On parlait des jeunes tout à l'heure. C'est la peur, là encore, il faut aller se faire dépister. Oui, à partir du moment où on estime avoir eu un comportement un peu à risque, ça nous arrive à tous. Moi, ça m'est arrivé. Je me suis fait dépister plusieurs fois. Ça nous arrive. Voilà, on fait une connerie, on a un rapport non protégé. Allez, on y va, on se dépiste, c'est rapide. Le résultat, c'est anonyme, c'est gratuit. Le résultat est relativement fiable, et même très fiable. Donc, il faut le faire, et puis par mesure de précaution. Et le SIDAction sert à aider les gens, parce que la moitié des dons servent la moitié pour la recherche et une autre moitié pour aider les malades, leurs familles, etc. C'est la règle des 50-50. Ouais. Vous faites bien de le rappeler, 50% des fonds collectés qui vont à la recherche, mais il faut qu'elle continue, et 50% à la prévention et à l'aide aux malades. 1 million d'euros récoltés rien que pour la France l'année dernière, donc ça vaut le coup et on ne peut pas avancer sans argent. Je rappelle que vous pouvez appeler et jusqu'au 11 avril, c'est pas fini ce week-end, on peut continuer à appeler le 110, on peut aussi envoyer le mot don par SMS au 33 000 ou également faire sidaction.org en 3 clics, c'est fait, ça va vite et puis évidemment nous reparlerons du SIDAction tout au long du week-end sur Canal+. Encore une toute petite minute, je profite de votre présence pour vous poser très rapidement la question. Votre avenir sur la télévision publique, on a parlé de vous aux 20h de France 2 ou carrément à la place de Christine Ockrent le dimanche soir. Ouais. Info, intox. J'ai dit déjà publiquement effectivement que j'étais intéressée par un magazine politique et par le fait de prendre la succession et non de remplacer, parce qu'on ne remplace pas Christine Ockrent, mais de prendre sa succession. Maintenant, pour l'instant, on en est là. Pas d'infos supplémentaires. Voilà, c'est en discussion avec la direction. Voilà. Merci beaucoup Audrey Pulvar d'être venue sur notre plateau. Quand 2 personnalités de la télé font les questions et les réponses, ça donne l'ITV Télé cette semaine. Nelson Montfort et Elsa Fayer. Es-tu pour le retour de la moustache à la télévision? Non, pas forcément. Quel est selon toi l'animateur ou l'animatrice du PAF le plus mal habillé? Peut-être Nelson Montfort qui a tendance à s'habiller de façon parfois un petit peu trop classique. Quel est l'animateur télé que tu aimerais relooker? Thierry Ardisson. Nelson, avec quelle personnalité t'a-t-on déjà confondu? Avec Thierry Roland. Si Nicolas Sarkozy présentait une émission de télévision, ce serait laquelle? Fan 2. Chante-moi ton générique de télé préféré. Bonanza. Quel est selon toi l'homme politique qui ferait un bon animateur télé? Arnaud Montebourg, mais je ne regarderai pas. À part la tienne, quelle émission aimerais-tu présenter? Je pense Ushuaïa. Je suis un grand amoureux de la nature. La dernière fois que tu as ri devant la télé? Confessions intimes. La dernière fois que tu as pleuré devant la télévision, c'était quand? Nouvelle star, l'étape du théâtre. Tu découvres que derrière le Père Noël se cache un animateur télé. Ce serait qui? Olivier Mine. La télé est-elle l'opium du peuple? Carrément. Avec quel animateur, réfléchis bien, ou animatrice du PAF, prendrais-tu une douche? Avec Philippe Candeloro. Tout d'abord parce qu'il n'y aurait aucun risque, et deuxièmement parce que je pense qu'on rirait bien, comme toujours. Est-ce que tu trouves que Julien Lepers en fait trop? Parfois. Quelle est l'émission que tu regrettes de ne plus voir dans le PAF? Tout le monde en parle. Est-ce que tu kiffes Ingrid Chauvin? Oui. Est-ce que tu demanderais à Valérie Damido de relooker ton appartement? Oui, parce que mon appartement ne sont pas très bricoleur, mon épouse et moi-même, donc il aurait peut-être besoin d'un petit coup de rafraîchissement, oui. Si la télé était un objet. Un beau miroir?
Voilà, interview croisée réalisée par Alexandre Pérez. Vous retrouvez Elsa Fayer dans Jury de Stars. Spécial disco, c'est le mercredi 2 avril à 23h sur NT1 et à partir du 8 avril sur Eurosport pour le Poker Partouche Tour. Nelson Montfort, lui, commentera le Marathon de Paris. C'est le dimanche 6 avril sur France 3 et c'est à partir de 8h30 le matin. Souvent, aux États-Unis, quand une série est déprogrammée de l'antenne, les fans contre-attaquent, envoient de courriers désespérés, manifestations, blogs, les moyens pour intimider les chaînes ne manquent pas. Cela arrive aussi en France. Depuis que TF1 a suspendu la diffusion du feuilleton matinal Elisa, une poignée de résistants s'est mobilisée contre cette décision scandaleuse et ils nous ont contacté. Vincent Calvet. Début mars, TF1 a arrêté la diffusion du feuilleton italien Elisa, soit les aventures d'une jeune domestique dans l'aristocratie du XVIIIe siècle. Surprise, cette série avait des fans. Depuis, il s'organise sur le net, comme cette fan. Parlons d'Elisa. Son pseudo sur le web, c'est Angel Estrella. Elle a 25 ans et dans ce message vidéo, elle s'adresse à TF1. Ce que je vous demande, soit une rediffusion à un horaire abordable, ou si vraiment vous ne voulez pas, faites-le la nuit. Ne me dites pas que Chasse et Pêche a plus d'audience qu'une série innovante et qui a connu un succès colossal en Italie. Un message désespéré et une pétition qui risque de ne pas vraiment aboutir. C'est pas une série qui est très regardée, donc même s'il y a plusieurs fans très fervents, très fidèles, très motivés au point de manifester dans la rue, s'ils sont pas suffisamment nombreux, ça n'intéressera pas la chaîne en question. Une tentative de sauvetage d'une série par des fans, c'est monnaie courante aux States et les fans font souvent preuve d'imagination pour défendre leur série préférée. Les fans reprennent souvent un mot emblématique de la série ou d'un épisode, donc ça prend des proportions comiques. Car du coup, des fans ont envoyé des tonnes de cacahuètes pour voir la suite de Jericho, mais aussi des ampoules pour Friday Night Lights, des barres chocolatées pour Véronica Mars ou du tabasco pour sauver la série Roswell. C'est une manière assez pop et rigolote de manifester son mécontentement. Mais les fans n'ont jamais le dernier mot. L'année dernière, ils ont sauvé la série Jericho. Mais cette semaine, ils ont appris que la série n'aurait pas d'avenir. Sauver une série, au final, cela revient à la faire mourir une seconde fois. Dimanche dernier, sur la BBC, les Anglais ont pu découvrir une détective à 1000 lieues des clichés du genre. Where's the detective? That is me, sister. I am the detective. And you claim you are the #1 lady detective? It is true. On who says so? There are no other lady detectives in Botswana. Therefore, I am definitely #1. Dans The #1 Ladies Detective Agency, on découvre la chanteuse Jill Scott tenir le rôle d'une apprentie détective dans une série forcément dépaysante. Et oui, on est au Botswana, bien loin de l'univers high-tech des séries policières actuelles. I was only able to locate 2 typewriters, and both have problems with certain letters. But I sincerely hope that between the 2 machines, you'll be able to type every word you need. Une série humaniste et exotique qui a réuni plusieurs pointures du cinéma. Le scénario a été coécrit par Richard Curtis, le spécialiste de la comédie romantique anglaise avec Hugh Grant. How's it going today? Lots of kidnaps and killings? Not lots yet. Et surtout, l'épisode pilote a été réalisé par Anthony Minghella, le réalisateur du Patient anglais qui nous a quittés récemment. Ce pilote est donc la dernière réalisation de sa carrière. À la télé anglaise, le scandale cette semaine est venu là où on ne l'attendait vraiment pas, à savoir du feuilleton EastEnders. C'est un feuilleton quotidien anglais qui est à l'antenne depuis 23 ans. C'est un peu comme Plus belle la vie, mais à Londres. Et la semaine dernière, les Anglais ont pu voir l'un des personnages se faire enterrer vivant. Bye, Max. Fair play. Talia. Bon, la scène n'est pas vraiment insoutenable, d'accord, mais cela a suffi pour provoquer la colère de plusieurs téléspectateurs. Ils trouvent ce passage bien trop choquant pour être diffusé à une heure de grande écoute le week-end de Pâques. En l'occurrence, 167 plaintes ont été adressées à la BBC. La chaîne publique anglaise s'est officiellement excusée, tout en rappelant que 167 plaintes sur une moyenne de 10 millions de téléspectateurs, ce n'est quand même pas la fin du monde.
20 ans de télévision et toujours le même costume noir. Samedi prochain, Thierry Ardisson célèbre son anniversaire cathodique sur Canal+, avec un spécial Salut les Terriens à 19h15 en clair et sur Jimmy avec un documentaire à 20h50, 20 ans d'antenne. On n'a pas tous les jours 20 ans, alors nous avons proposé à Thierry Ardisson de se prêter au jeu de l'intervieweur interviewé. Il a accepté et nous sommes ravis. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour Thierry. Vous allez bien? Ça va, 20 ans, oui. Le documentaire, l'émission spéciale, ça sent un peu le sapin. Ça sent un peu l'hommage. Faut pas exagérer. Ça sent le César d'honneur. C'est pas une nécro quand même, ça va? Non, c'est pas une nécro. Non, justement, parce que là, je suis parti dans une nouvelle aventure. C'est une belle fête. Non, je suis très content. Je suis très content parce que, d'abord, je pense que quand on a parlé de moi ces dernières années, c'était souvent à travers des petits scandales, des succès trompés, des Thierry Messant, etc. Et quand on regarde ce documentaire, on s'aperçoit quand même que j'ai fait quelques émissions. Voilà. 90 minutes, vous vous racontez à la première personne. On retrace ces 20 ans d'antenne. C'est donc samedi sur Jimmy, Bain de minuit, Lunettes noires pour Nuit blanche, tout le monde en parle. Je ne vais pas toutes les citer, mais ce sont des émissions en tout cas qui ont marqué la télévision. Vous dites dans ce documentaire, au départ, n'importe qui aurait rendu les armes. Je ne comprends pas pourquoi j'ai continué. Franchement, au bout de 20 ans, vous n'avez pas une petite idée ? Quand j'étais jeune, je voulais être riche et célèbre. Alors évidemment, je suis un peu riche, un peu célèbre. Mais en dehors de ça, ça m'a fait du bien. Parce que moi, la télé, ça m'a réconcilié avec le monde, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens que ça a détruit. Ça m'a obligé à m'intéresser aux autres, quoi, en gros. C'est-à-dire quand vous recevez des gens, vous êtes bien obligé de vous intéresser à eux, au moins pendant un quart d'heure. Bon. Et donc, ça m'a fait le plus grand bien parce que ça m'a obligé à m'intéresser à leur vie, à leurs histoires, à leur œuvre. Voilà. Quand on fête un anniversaire, quand on fête 20 ans d'antenne, forcément on fait le bilan. Ouais. Nostalgie, fierté, regret? Je pense que j'ai fait quelques émissions avec des bonnes idées. Donc, il faut faire de fausses modesties, disons. Il y a des choses qui me satisfont terriblement, comme par exemple Tout le monde en parle, où je suis arrivé à finalement faire cohabiter des putes et des archevêques, quoi. C'est-à-dire qu'on faisait de l'audience avec des écrivains, parce qu'on mettait une bimbo de chaque côté. Ce mélange des genres, on a pu vous le reprocher, mais vous en êtes fier. Très fier, parce que si vous faites uniquement de la littérature, vous faites 7% de part de marché. Donc nous, quand on avait des écrivains, ils faisaient 29%. Donc c'est sûr que voilà, ça c'est une vraie satisfaction. Au risque de parfois mettre au même niveau des choses qui ne le sont pas. Absolument, oui, c'est vrai. Je pense que les gens sont assez grands pour se faire une opinion eux-mêmes. Et c'est vrai que moi, en plus, je prends rarement parti. Je mets les gens devant une caméra, je leur pose des questions pour qu'ils s'expriment. Je suis pas obligatoirement d'accord avec eux, mais tant pis. Le tout, c'est qu'ils aient la liberté de s'exprimer. Donc c'est vrai que ça aussi, ça a fait des scandales. Parce que je n'étais pas un filtre par rapport au... Je pense que le public est adulte, voilà. Pour ce spécial Salut les Terriens anniversaire, nous étions dans les coulisses, en tout cas, du tournage d'une des séquences de cette soirée spéciale sur Canal+, et sur Jimmy. Ardisson, vu par ceux qui travaillent avec lui. Oh là. Voilà ce que ça donne en images, Karima Hamzaoui. 20 ans de carrière à la télé et une vingtaine de concepts d'émissions qui portent tout un label, celui d'un fils de pub, Thierry Ardisson. Allez, magnéto Serge. Il y a quelques jours, nous étions dans les coulisses de la spéciale Salut les Terriens, qui sera diffusée le 5 avril sur Canal+ à 19h15. Nous y avons croisé Laurent Ruquier. Première question, comment définir le style Ardisson ? Il n'est pas tout à fait animateur télé, en fait. C'est plus un type qui a des idées, un type qui sait inventer des concepts, un type qui a... je trouve qu'on reconnaît bien encore le mec qui vient de la pub, quoi, dans le fond. Pourtant, 20 ans de télé et un animateur passé maître dans l'interview provoque. Mais avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur qu'il soit un peu mongolo, Lulu, non? Il est fou, Alors t'as une passion plus ou moins secrète, c'est la danse. Oui, mais ça, on va pas en parler ce soir. Moi, non, je suis venu pour jeter un cri d'alarme, c'est la mort du tulle. Eh bien, le tulle, aujourd'hui, nylon, quelque chose s'en va. Quelque chose de notre civilisation est en train de périr. Retour à 2008 et au plateau de Salut les Terriens, spécial Hardiversaire, et question à la Ardisson. Quand il sera mort, qui pourra le remplacer ? Quand il sera mort, mon Dieu. On disait ça déjà de Philippe Bouvard il y a 20 ans, et à 78 ans, il est toujours là. Et Stéphane Guillon, qu'est-ce qu'il en pense des 20 ans de télé de Thierry Ardisson ? Ce qui est incroyable dans le parcours d'Ardisson, c'est que c'est un peu un miraculé de la télévision. C'est-à-dire qu'on s'est toujours dit ça va s'arrêter, c'est pas possible. Pas de culture. Sabatier, par exemple, j'aurais bien aimé vous répondre sur Sabatier, sur quelqu'un comme ça, où tout d'un coup il y a une puissance, il y a une personnalité, il y a quelque chose. Ardisson, me déranger pour ça, c'est un peu léger quand même. Ok, on va aller voir Mustapha El Atrassi.
Donc moi, comme tu le vois par rapport à mon corps, je viens de fêter mes 12 ans. Donc ça me touche quand quelqu'un vient d'avoir 20 ans et je souhaite qu'on fêtera un jour tes 70 ans de carrière. Bon anniversaire mon pote. Comme il aime à le dire, pour ses 20 ans de télé, l'homme en noir vous salue bien, bande de nazes. Faut vraiment être dingue pour faire des émissions comme ça. Faut être sonné. Vous n'avez rien à foutre dans la télévision. C'est pas étonnant qu'on parte en brioche. Allez, monsieur Ardisson, juste une dernière question. Thierry, il adore énormément de personnages ou de personnes qui sont aujourd'hui disparus. J'aimerais savoir s'il y a un personnage vivant qui force vraiment son respect. Ah, c'est malin. Daniel Philippaki. Ouais, le patron de presse. Qui est mon père spirituel, je dirais, qui est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup parce que c'est un milliardaire mais qui vit comme Howard Hughes. Donc oui, Daniel Philippaki, Stéphane. Est-ce que quand tout est écrit, puisque vous dites que dans Salut les Terriens, il y a une équipe d'auteurs et que tout est écrit, on peut tout s'autoriser? Par exemple, le classement du mort le moins intéressant de l'année. Le moins touchant, qui a déclenché les foudres du philosophe Alain Finkielkraut. Bon, voilà, ça crée des mini-polémiques, comme vous dites. Attendez, d'abord, est-ce que ces mini-polémiques sont pas intéressantes? C'est-à-dire, c'est la première question qu'il faut se poser. C'est-à-dire, le but de l'opération, c'est pas de ne créer aucune polémique. En tous les cas, en ce qui me concerne. Bon. Après, Finkielkraut qui trouve on peut pas dire que la mort la moins touchante de l'année, je sais plus qui c'était d'ailleurs, vous voyez, je crois que c'était Lustiger. Oui, il y a des morts qui vous touchent moins que d'autres d'abord, c'est vrai, il faut dire les choses. Moi, Thierry Gilardi, cette semaine, ça m'a beaucoup touché. Et puis il y a des gens qui me touchent moins parce que je les connaissais moins. C'est personnel, c'est vous, Thierry Gilardi. Non, mais je veux dire, il y a des morts qui vous touchent moins. C'est vrai que Lustiger, apparemment, ça touchait pas grand monde. Puis Finkielkraut, je veux pas commencer à être désagréable, mais des leçons de quelqu'un qui dit qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de France ou que les banlieues se sont révoltées, non pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'ils sont musulmans. Des leçons à recevoir d'un philosophe comme ça, personnellement, j'en ai pas. Il dit que la télévision a raté son rendez-vous avec la culture. Il a parfaitement raison. Vous le pensez aussi? Je le pense complètement. Vous aussi, vous l'avez raté le rendez-vous avec la culture? Non, tout le monde en parle. Je pense avoir fait... Moi, quand ma mère m'appelle, ma mère elle a 75 balais, elle me dit, c'est vrai qu'il était sympathique, ce Bret Easton Ellis. Là, je me dis quand même, Thierry, c'est énorme. Qui est l'auteur américain d'American Psycho qui avait été reçu sur le plateau de Quand je fais 38 minutes avec Houellebecq, je me dis là, Thierry, c'est formidable parce que l'audience baisse pas. Et pourtant, Houellebecq, il est casse-couille. Donc, moi, j'ai essayé de mon côté. Donc, en fait, vous êtes d'accord avec Alain Finkielkraut? Je suis d'accord sur le fait que la télévision pourrait être beaucoup plus, et surtout le service public, parce que les autres chaînes, en fait, elles sont là pour enrichir les actionnaires, donc elles n'ont pas de mission de service public. Je pense que le service public, oui, a raté sa vocation, oui, absolument, parce qu'il y a soit des chaînes qui sont très intéressantes que personne ne regarde, soit des chaînes que tout le monde regarde, mais qui ne sont pas publiques, qui ne sont pas culturelles. Ça avec la suppression de la pub? J'y crois pas du tout à ça, vous voyez. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les patrons de chaînes dans le service public, ils donnent des émissions à leurs potes, mais si les émissions sont vraiment mauvaises, et qu'elles font pas d'audience, sont obligés de les arrêter. Bon, à partir du moment où on ne mesure plus l'audience, à partir du moment où l'audience n'est plus importante, même si on la mesure, ils pourront laisser des mauvaises émissions aux mains de leurs bons amis. Donc je pense que ça va être du népotisme à 200%. Je pense que c'est une grave erreur. Est-ce que vous dites ça parce que vous êtes fâché avec Patrick? Pas du tout. Je suis fâché avec Patrick de Carolis, mais pas avec le service public. J'ai passé 20 ans sur le service public, je suis pas fâché avec le service public. Vendredi dernier, on a appris que Laurent Ruquier allait arrêter son émission On n'a pas tout dit, la quotidienne. Il regrette notamment d'avoir changé de nom. Ça s'appelait On a tout essayé, qui au départ était votre idée d'ailleurs. Non, mais moi j'ai fait plus que trouver l'idée. C'est moi qui ai monté le business. Je suis allé le voir un jour et je lui ai dit on va faire une émission sur France 2 qui va s'appeler donc On a tout essayé. Je m'en suis occupé pendant 8 ans avec Catherine Barma. Après, je suis parti. Ils ont décidé d'abandonner mon concept, qui était les tests tout, pour faire un autre concept, mais que j'ai jamais compris, et pour appeler ça, On n'a pas tout dit. Et maintenant, évidemment, tout le monde le regrette, puisque c'est une catastrophe. L'émission a quand même tenu 8 ans, en Access Prime Time. Avec des bons résultats. On parle de Stéphane Bern pour reprendre la caisse de l'Access Prime Time sur France 2. Bonne idée? Pas bonne idée? Il s'est déjà planté l'année dernière. Donc, si vous voulez, les gens qui font une fois une erreur, on peut pas leur en vouloir. Les gens qui font 2 fois la même, ça devient suspect. Donc, si quelqu'un s'est planté sur une case... C'était les manchots n'ont pas trop et si on lui donne la même chose, ça veut dire qu'on n'a pas compris la première fois. Voilà. Je pense que Stéphane est un type délicieux. Mais à 19h sur France 2... Non, pas du tout. Non, la preuve, c'est que Ruquier, il a fait 21-22 de part de marché pendant des années. Simplement, il faut avoir la nature. C'est-à-dire que je pense pas que Bern soit assez populaire pour faire ça. Ruquier, il est très populaire. Si vous étiez à la place de Patrick de Carolis, vous choisiriez qui à la place de Laurent Ruquier en Access Prime Time? Je sais pas. Morandini, ils peuvent pas le prendre parce qu'il est quand même, il a une image qui fera pas la blague pour le service public tel que notre cher président le veut. Bern, à mon avis, il est un peu frêle.
Je sais pas, non, c'est compliqué, il faut trouver quelqu'un de populaire. Moi, j'ai beaucoup essayé avant Ruquier. J'avais essayé Patrick Sébastien, et la chaîne n'en avait pas voulu. Et j'avais essayé Reichmann, qui lui n'avait pas voulu. Vous êtes producteur, vous dites aussi que vous êtes un homme d'idées. Ouais. Alors, est-ce que vous avez des idées et des projets? Je vais vous dire ce que j'en pense de tout ça. Moi, je pense qu'une chaîne comme France 2 doit faire toutes sortes d'émissions. Des jeux, des variétés, des n'importe quoi, des talk-shows, n'importe quoi. Comme les chaînes commerciales. Mais avec une seule petite différence, c'est que dans chaque émission, on met ce que j'appelle la pilule culturelle. C'est-à-dire qu'à la fin de l'émission, que ce soit un jeu de 26 minutes ou une émission de variété de 2 heures, à la fin de l'émission, il faut qu'on puisse se dire qu'est-ce que les téléspectateurs ont appris, qu'est-ce que ça a apporté aux téléspectateurs de regarder cette émission, qu'est-ce qu'ils savent après. Il faut toujours que le service public apporte un petit plus. Et ça ne doit pas être pénible, le service public. Il faut que ça soit des pilules, il faut que ça soit très agréable, parce que sinon, les gens vont fuir. Et France 2 va faire 8% de part de marché. Dans le documentaire, vous dites au tout début, pour mes parents, la télé, c'était le diable. Ouais. Alors au bout de 20 ans, Thierry Ardisson, la télé, c'est le diable ou le bon Dieu? Malheureusement, je pense que ça fait pas que du bien aux gens, non. Je pense surtout aux enfants. Je pense les adultes encore, bon, ça va. Mais pour les enfants, je pense que si les parents sont pas vigilants, ça peut effectivement leur faire du mal. Ça peut être le diable, ouais, absolument. Merci en tout cas d'être venu sur le plateau de Plus Clair. On va passer à notre télé des voisins. Elles sont belles, elles bossent dans la mode, elles vivent à Beverly Hills et racontent leur vie sur MTV. Lorraine, Audrina, Whitney sont les héroïnes de The Hills, un reality drama, comme on dit outre-Atlantique. Et pour la 3e saison qui a commencé lundi dernier, les filles ont choisi Paris, carte postale et carte de crédit. Bienvenue chez les super riches. Julien Dugast. Suivre de vraies filles en les filmant comme dans une série, et ça existe et c'est sur MTV. Depuis 2004 aux États-Unis, on accompagne les aventures d'une lycéenne, Lorraine. Galère de stage, nouveau boyfriend, tout est vrai mais filmé. Une recette qui fonctionne puisque Laguna Beach et sa suite The Hills est vite devenue culte. Ça cartonne aux États-Unis. Plus de 5 millions de téléspectateurs ont regardé la dernière émission de la dernière saison. Et vu le caractère réaliste de ce feuilleton, tout le monde s'arrache des infos sur la vie des héroïnes. Les filles sont tout le temps à la une de tous les magazines. Elle s'est rompue avec lui a cassé le cœur de l'autre. Ouais, aujourd'hui, Lorraine est stagiaire pour le magazine Teen Vogue, un job difficile puisqu'elle est obligée de se rendre à Paris pour faire un reportage sur le bal des débutantes. Dur. So, we are in Paris. Yay! We're so excited. Diffusé lundi aux States, cet épisode est, comment dire, un peu cliché. Eiffel Tower. Investigation oblige, nous avons retrouvé le French Lover du premier épisode. Mathias, c'est son nom, a été repéré par la production de MTV alors qu'il jouait avec son groupe rock'n'roll à Los Angeles. Quand un rocker joue l'acteur, voilà ce que ça donne. So we're here working at that crayon ball on Saturday. So we're just preparing. It's a big deal, right? It is. Yeah. C'était pas vraiment jouer la comédie. Je peux pas te dire quel est le travail d'acteur vraiment. Et ils m'ont collé une bière dans les mains et je fais ma clope comme d'hab. Have you seen the Eiffel Tower? No. Il y a eu quelques private jokes et des dérapages, mais ils ont le pouvoir du Final Cut pour régler tout ça de toute façon. Mais Lorraine et sa copine ont de vrais problèmes qui pourraient bien les empêcher de travailler. Oh my god. Ew, what is that? It looks like coffee. Rien ne se passe vraiment, mais avec la musique, avec le montage, c'est vraiment dramatique. Oh my god. That wasn't there last night. I checked my dress when I got home last night. Where is that on the dress? Oh my god, it's there too. À la fin de l'épisode, nos deux stagiaires doivent regagner leur bureau aux États-Unis. Back to reality. Décidément, la vraie vie, même filmée, est souvent plus dure que la fiction. Elle y croit de plus en plus. On vous avait montré les premiers clips d'Amber Ettinger, fan numéro 1 autoproclamé de Barack Obama. Eh bien, elle ne se contente plus de prendre des poses sexy pour défendre les couleurs du candidat démocrate. Depuis peu, elle s'engage vraiment. Clip anti-McCain et anti-Hillary, mais toujours en bikini. Théodore Bourdeau. Quoi de neuf dans la webzone? Elle, c'est Amber Ettinger, 22 ans, mannequin dans la vie. Sur le web, elle se fait appeler Obama Girl. Elle a décidé de mettre les bouchées doubles pour son candidat et de s'en prendre à Hillary Clinton.
Alors que Barack Obama est toujours au coude à coude avec Hillary Clinton dans la course à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine, sa fan numéro 1 dégaine la nuisette pour lui donner un coup de main sur le net. Dans les médias, Obama Girl déclare qu'elle n'est pas téléguidée par le camp du sénateur de l'Illinois. Pourtant, dans son nouveau clip, elle adopte le même discours que son chouchou et s'attaque à la stratégie d'Hillary. Obama Girl détourne aussi des clips de campagne d'Hillary. En haut, l'original, en bas, la version bimbo. Et Bill Clinton, au top de sa forme, apparaît même dans la vidéo. Dans un genre un peu différent, une autre Obama Girl fait parler d'elle sur le net. Elle est apparue dans ce clip de campagne d'Hillary Clinton, mais aujourd'hui, elle a 10 ans de plus. Et elle soutient Barack Obama dans une nouvelle vidéo apparue cette semaine sur le web. The politics of fear that Senator Clinton uses to drum up votes. Long before I even saw this ad, I had embraced hope and volunteered for Barack Obama. Le chouchou des Obama Girls deviendra-t-il le candidat démocrate à la présidentielle US? On en saura plus le 22 avril lors de la prochaine primaire en Pennsylvanie. À part ça, dans la webzone, faire le tour d'un pâté de maison à Londres sans jamais toucher terre, sur le net, c'est possible. Un exploit réalisé par Lewis Burn, un athlète anglais de 18 ans, au profit de l'association No More Landmines. Une manière spectaculaire de sensibiliser les internautes au danger des mines antipersonnelles. Les 900 mètres de ce parcours ont été visionnés plus de 800 000 fois sur le net. Un carton inespéré pour le clip d'une association. Voilà, plus clair, c'est fini. Tout de suite, un café et l'addition en compagnie de Pascal Clark. Vous pouvez retrouver les meilleurs moments de l'émission sur canalplus.fr. À samedi prochain, 12h45. Et d'ici là, ouvrez grand vos yeux.